Barcelone, 11 septembre 1977. C'est la Diada, la fête nationale catalane. Il est midi, les gens se préparent, se chauffent en attendant la manifestation de l'après-midi. Voulem les statut, nous voulons le statut d'autonomie qui permettra une nouvelle fois à la Catalogne de s'organiser, de se gérer avec la même liberté qu'un canton suisse. C'est ce que vont réclamer tous les habitants de la Catalogne présents à la manifestation. Et c'est évidemment le but essentiel de cette journée, prouver au gouvernement de Madrid la force de la revendication autonomiste catalane. Une force qui ne résulte pas de la violence, mais de l'unité et de l'unanimité de toute une population. « 17h, le défilé commence. Pour la première fois depuis la guerre civile, la fête nationale catalane peut se dérouler dans les rues de Barcelone. Près d'1,5 million de personnes vont défiler dans les rues de la capitale catalane. Généralement, la fête nationale d'un pays se célèbre le jour anniversaire d'une victoire. La Catalogne, en revanche, présente l'originalité d'exprimer sa volonté autonomiste le jour anniversaire d'une défaite. C'est le 11 septembre 1714 que la Catalogne a perdu sa généralité, son organe traditionnel d'autogouvernement. Généralité qu'elle a récupérée en 1931, au moment de l'avènement de la Deuxième République espagnole. La capitale des Castilles a éprouvé une certaine surprise devant l'ampleur du succès des Républicains. Ici, à Barcelone, le peuple n'a pas douté un seul instant de l'issue de la bataille suprême qu'il livrait au roi. Mais bien qu'attendue, la victoire du catalanisme est fêtée avec un enthousiasme inégalé partout ailleurs. C'est que Barcelone ne célèbre pas seulement aujourd'hui la fin d'un régime dont elle a eu à souffrir plus que toute autre des provinces ibériques, mais encore son autonomie politique, la liberté de parler sa langue propre, de développer sa culture propre, de poursuivre la réalisation de l'idéal auquel elle n'a jamais renoncé, malgré l'oppression dont elle a souffert jusqu'ici. « 1938, Franco abolit la généralité. Le palais historique qui a abrité le gouvernement catalan devient le siège de la préfecture d'une province catalane intégrée dans un État centraliste. Mais le souvenir de la généralité reste vivace. C'est que de 1931 à 1938, elle avait mené une politique sociale très active. Scolarisation accrue, effort notable dans la santé publique, loi édictée pour promouvoir les coopératives agricoles, pour autoriser le divorce et l'avortement. Ministre dans les différents gouvernements catalans de la Généralité, Josep Tarradellas s'est exilé en France depuis 1939 dans un petit village de Touraine. Élu président de la Généralité en 1954 par des parlementaires catalans en exil, il représente la légitimité historique. Âgé de 78 ans, c'est lui qui est le président de la Généralité provisoire que le gouvernement espagnol vient d'accorder à la Catalogne. Depuis le 23 octobre, il vit dans le palais de la Généralité, renouant avec son passé par-dessus 39 ans d'absence.
Qu'est-ce que représente la Catalogne pour vous? Tout. Je m'excuse, tout. C'est pour ça que j'ai lutté, c'est pour ça que j'ai fait mon devoir. Personne n'a dit, Monsieur Thérèse, merci, parce qu'il n'y a pas de merci, je l'ai fait avec joie. Hein, et tout ce que j'ai fait, c'était mon devoir et je suis très content parce qu'il représentait tout pour moi, la Catalogne. Et alors, 39 ans sans y être, c'est pénible? Non, parce que j'y suis. Encore que je suis à 1000 kilomètres, non? Je me sens toujours, ma maison, ma façon de vivre, c'était toujours comme si j'étais là. 1,5 million de personnes dans les rues de Barcelone, un quart de la population catalane. C'est dire si le sentiment national est profondément ancré. C'est que la Catalogne a une très ancienne histoire de nation indépendante. Au XIe siècle déjà, alors que le reste de l'Espagne subissait la domination arabe, la Catalogne était un royaume indépendant. Du XIIIe au XVe siècle, elle va devenir une puissance méditerranéenne, conquérant les îles Baléares, la Sardaigne, la Sicile et s'étendant même jusqu'à la Grèce. C'est précisément l'une de ces conquêtes, celle de Majorque au XIIIe siècle, qui est le sujet de cette fresque romane. Dès le XIIIe siècle aussi apparaît le Parlement catalan, dont les pouvoirs contrebalancent et limitent les prérogatives royales. C'est donc à un régime de monarchie constitutionnelle qu'est soumise la Catalogne jusqu'au XVIIIe siècle, quand elle perd ses institutions autonomes de gouvernement. Langue latine ancienne, codifiée depuis le XIIe siècle, le catalan est parlé aujourd'hui couramment dans toute la Catalogne. Avec la langue, une culture catalane très spécifique s'est développée depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. La peinture romane et l'architecture gothique catalane, et plus près de nous les œuvres de Gaudi, sont les représentations les plus connues de cette culture. Catalaniste fervent, le peintre et sculpteur moderne Joan Miró a permis à Barcelone la création d'une fondation qui porte son nom, destinée à promouvoir la culture catalane. Dans les jardins de la Fondation Miró, son directeur s'entretient en catalan avec quelques représentants de la culture catalane. Le peintre Tapies, l'architecte Anna Bofill, le musicien Mestre et l'écrivain Campmany. Nous sommes un pays colonisé culturellement, parce que quand un État devient oppresseur, devient un État absolu, alors détruit tout ce qu'il trouve à son pas. Et alors nous sommes toujours en lutte contre une culture oppressante, qui est la culture colonisatrice. En ce sens, je crois que tout reste très expliqué. En mon cas, je suis écrivaine, alors la parole, c'est essentiel. Pour nous, les écrivains catalans, la langue, c'est très importante. Et en même temps, parce qu'une langue, ce n'est pas seulement les paroles qu'il y a dans un dictionnaire, mais c'est une vision du monde. Je me sens très enraciné à notre art roman, malgré que les sujets qu'elle traitait sont différents que ce que je peux désirer exprimer aujourd'hui. Mais il y a cette façon de travailler, cette façon d'exprimer d'une façon très précise, très radicale, que nous avons hérité et que ça arrive jusqu'à nos jours à travers même la peinture gothique aussi, et arrive jusqu'à nos jours avec Gaudi et Miró surtout. Bon, évidemment, dans tous les pays, la musique, c'est une affaire d'État en tant qu'art qui ne produit pas de l'argent et par contre, il a beaucoup de dépenses. Je pense que l'autonomie permettra de planifier pas seulement la musique catalane, mais tout l'ensemble de la musique, qu'en ce moment à Barcelone, il a une vie complètement anarchique. Une façon de se sentir plus catalan aussi, je dirais, c'est l'ambiance. C'est très différent de se trouver dans une Plaza Mayor dans n'importe quelle ville espagnole ou se trouver dans la Rambla, c'est-à-dire l'ambiance physique de l'architecture, de l'urbanisme catalan est complètement différent.
de ce qu'a pu donner la culture castillane, et il faut revaloriser cette ambiance physique, et il faut faire que les architectes se soient en eux-mêmes et vraiment puissent développer la tradition et continuer en reliant le passé avec le futur et en créant de nouvelles structures pour le futur. Anna Bofill et son frère Ricardo ont créé le Taller de Arquitectura, l'atelier d'architecture dont la réputation dépasse les frontières espagnoles puisqu'ils vont aménager les anciennes halles de Paris. Dans les environs de Barcelone, ils ont utilisé les ruines d'une ancienne cimenterie pour en faire leur lieu de travail. Une quarantaine de personnes forment le noyau du Taller. Parmi eux, outre les architectes, des sociologues, des économistes, des urbanistes et même des poètes. À côté de leur atelier, ils ont bâti un immeuble locatif dont les logements sont subventionnés. Ils ont tenté là une expérience non seulement architecturale, mais aussi humaine. En distribuant l'édifice autour de places et de rues intérieures, ils espèrent créer une vie communautaire, un peu sur le modèle du village traditionnel. La Catalogne est l'un des centres industriels les plus importants d'Espagne. Elle représente le quart de la production industrielle espagnole. Industries métallurgiques, chimiques et textiles s'étendent sur des kilomètres aux environs de Barcelone et de Tarragone. La Catalogne est aussi l'une des régions les plus riches d'Espagne. Avec moins du 1/5 de la population espagnole, elle fournit le quart des impôts espagnols. Mais l'État espagnol ne lui restitue que la moitié de ce qui lui est envoyé. On estime ainsi que pour 1976, près de 50 000 millions de pesetas ont été perdus pour la Catalogne, 150 millions de francs. La force du sentiment national catalan se mesure d'autant mieux que l'on connaît la répression dont la Catalogne a fait l'objet de la part du franquisme. Répression économique d'abord, puisque l'État espagnol garde la moitié de l'argent qui lui vient de Catalogne. Répression politique ensuite, puisque l'autonomie était refusée. Répression culturelle enfin. Le catalan était interdit, l'enseignement se faisait uniquement en castillan, les livres, les journaux paraissaient en castillan, la radio et la télévision n'existaient aussi qu'en castillan. Toute velléité, toute manifestation autonomiste était durement réprimée, telle celle-ci au premier jour de février 76. La richesse économique de la Catalogne va de pair avec une bourgeoisie puissante, mais le pouvoir économique qu'elle détient n'a pas de contrepartie politique. Les centres de décision sont à Madrid. Il est compréhensible alors que la bourgeoisie catalane ait, déjà à la fin du XIXe siècle, au moment de son essor, revendiqué le pouvoir politique qui s'accorde à sa puissance économique. Elle a donc assumé le fait national catalan. Pendant le franquisme, toutefois, elle a mis en veilleuse toute revendication autonomiste. Quelle a été l'attitude de la bourgeoisie catalane pendant le franquisme? L'attitude de la bourgeoisie catalane, en principe, a été de tolérer le franquisme parce qu'après tout, il fallait que les choses marchent, n'est-ce pas? Elle a toléré le franquisme, mais elle n'a pas coopéré avec le franquisme. Si vous cherchez cette chose si fréquente à Madrid, entre ministres, directeurs de banques, comme ça, cela ne s'est pas produit en Catalogne. Les grands industriels catalans n'ont pas été actifs dans la politique. En général, il y a quelques petites exceptions. Alors on peut dire que la bourgeoisie catalane a été à l'écart du franquisme, même qu'elle n'a pas été très active, disons, dans les maquis, n'est-ce pas? Pour quelle raison la bourgeoisie libérale désire l'autonomie de la Catalogne? Nous croyons que l'autonomie veut dire décentralisation, et nous croyons qu'en général, un pays industriel moderne
pour être administré avec efficacité, doit être décentralisé, surtout s'il veut être un pays démocratique, parce que la décentralisation approche le pouvoir du peuple au niveau municipal et comme ça, et alors la participation du peuple plus claire et la démocratie plus stable. La paysannerie catalane est très attachée à l'autonomie. Elle représente 7% de la population de la Catalogne. La plus agricole des provinces catalanes, c'est Lérida. C'est d'ici que provient plus de la moitié de la production agricole catalane. Culture fruitière et céréalière et élevage sont les activités de la région. L'agriculture catalane est très spécifique par rapport à celle d'autres régions espagnoles. Contrairement à l'Andalousie, par exemple, les exploitations sont de petites dimensions, 20 hectares en moyenne. En outre, l'agriculteur est propriétaire de sa terre. Enfin, il existe une longue tradition coopérativiste, toute chose qui la rapproche de l'agriculture européenne. L'agriculture catalane a besoin de l'autonomie parce qu'elle se trouve confrontée à des problèmes spécifiques qui ne peuvent être traités que dans le contexte catalan. L'autonomie représente pour les agriculteurs catalans la possibilité d'une intégration plus rapide à l'Europe. Elle permettra de trouver des solutions aux problèmes qui se posent à l'agriculture en ce moment. En Catalogne, entre 1932 et 1938, quand il y avait la généralité, les problèmes de l'agriculture ont été résolus beaucoup plus vite. Il y a des problèmes concrets comme les communications, les canaux d'irrigation, les prix qui ne peuvent être réglés au niveau national espagnol parce que la différence est énorme. On ne peut pas mettre le même prix à un produit d'Andalousie où il y a de grandes propriétés et à un produit de Catalogne où ce sont de petites propriétés. Il faut faire des lois appropriées à chaque situation concrète. Et ici, il s'agit de la Catalogne. Cornellà, ville de la banlieue industrielle de Barcelone. 90% de ses 100 000 habitants sont des émigrés des régions plus pauvres d'Espagne. Ces autres Catalans, comme on les appelle, représentent 40% de la population de la Catalogne. Ce sont en majorité des ouvriers peu spécialisés. Leurs conditions de vie et de logement sont très précaires. Dans les quartiers, des associations de voisins se sont organisées pour demander une amélioration de l'environnement. Elles réclament des garderies et des espaces verts pour les enfants, des écoles et un hôpital actuellement inexistant. Les émigrés ont voté pour les partis réclamant l'autonomie. Il y avait des lois favorables à la femme dans le statut d'autonomie de 1932. Ensuite, elles ont été abolies et nous voulons qu'elles reviennent. Par exemple, le divorce et l'avortement. Je pense qu'on les obtiendra plus facilement avec l'autonomie. En Catalogne, en effet, il y a une grande conscience de classe. Il sera donc plus facile de s'unir que dans le reste de l'Espagne. En Andalousie, par exemple, la femme est moins consciente de ses problèmes et de ses droits. Depuis qu'elle est petite, on la destine aux travaux ménagers et au mariage. Ici, la femme se sent plus indépendante. Là-bas, il y a moins d'écoles, moins de culture. Alors il sera plus facile d'obtenir ses droits ici que dans le reste de l'Espagne. Beaucoup plus facile, parce que le reste de l'Espagne est très en retard. De plus, quand nous aurons obtenu la reconnaissance de nos droits, nous pourrons aider les autres Espagnols. Avec l'autonomie, le peuple sera-t-il plus heureux? Sí, pero en el sentido de feliz diría que tendrá los medios, mejores medios para conseguir una vida mejor, una vida más digna.
Oui, je dirais qu'on aura de meilleurs moyens pour obtenir une vie plus digne. Grâce à l'autonomie, une grande partie de l'argent qui part de Catalogne pour Madrid et que Madrid distribue comme il veut restera ici. Et cela nous permettra d'obtenir des améliorations dans nos quartiers de travailleurs. Améliorations indispensables car les conditions de vie dans nos quartiers sont très précaires. L'autonomie amènera-t-elle plus de démocratie ? Évidemment. Je pense que le fait que les peuples qui composent l'Espagne, et pas seulement la Catalogne, obtiennent l'autonomie signifiera un grand pas en avant pour la démocratie et pour obtenir une vie meilleure. Je pense qu'en ce moment, ceux qui détiennent le pouvoir, c'est-à-dire à mon avis la bourgeoisie, veulent centraliser l'économie et le pouvoir. Et dans cette mesure, l'autonomie signifie qu'on commence à leur enlever un peu de ce pouvoir central qu'ils ont et donc qu'on améliore la démocratie. La Catalogne sait qu'elle doit aider les régions moins développées de l'Espagne. Elle veut le faire. Elle commence à penser que nous avons une immigration trop grande. Alors, on pense qu'il est juste et même intéressant pour nous d'aider à créer dans les régions moins développées une situation économique qui permette aux gens de vivre chez eux d'une façon convenable, qu'ils trouvent un travail convenable chez eux. Ça, c'est juste et ça, c'est nécessaire pour un équilibre espagnol. Mais ce que nous voulons, nous voulons intervenir dans la dépense de cet argent, parce que jusqu'à maintenant, ce qui est arrivé est que l'argent est parti de la Catalogne, mais il n'est pas arrivé en Andalousie, il est resté à Madrid en général, n'est-ce pas? À Madrid, ou avec quelques entreprises enfin, que les grandes fortunes espagnoles ont gérées. Bourgeois, paysans, ouvriers, toutes les classes sociales de la Catalogne veulent donc l'autonomie. Le résultat des élections de juin 1977 le prouve, puisque plus de 80% du corps électoral catalan a voté pour l'autonomie. Et de fait, pas un seul parti menant campagne en Catalogne ne s'est élevé contre l'autonomie. Presque tous, au contraire, l'ont placée en tête de leur programme. Est-ce que, à votre avis, la revendication autonomiste dépasse les classes sociales et annule la lutte des classes? Non, elle ne peut pas annuler la lutte des classes, évidemment. Parce qu'on voit une telle unité tout d'un coup qu'on se demande si elle est vraiment basée. Oui, voici ce qui se passe. Les Espagnols en général, tous les Espagnols veulent la démocratie. Après 40 ans de dictature de Franco, on a besoin pour vivre de la démocratie. Or, en Catalogne, démocratie veut dire autonomie, c'est-à-dire disposer d'un cadre politique où la lutte entre partis, entre options politiques différentes, puisse se faire d'après les règles de la démocratie. C'est pour ça que la revendication de démocratie et d'autonomie politique vont ensemble. En Catalogne, s'identifient l'une à l'autre. Ce qui ne veut pas dire que la lutte de classe soit annulée. C'est comme si on disait que l'unité de tout un pays à revendiquer la démocratie contre la dictature puisse effacer la lutte de classe. Ce n'est pas du tout le cas. Le résultat des élections de juin 1977 a mis en évidence une autre spécificité de la Catalogne. C'est la région la plus rouge d'Espagne, la gauche y est majoritaire. Le Parti socialiste catalan est le premier parti de Catalogne. Nous ne demandons pas pour l'instant, parce que nous sommes dans une situation provisoire, à posséder toutes les facultés d'un gouvernement autonome. Mais nous exigeons que le gouvernement qui va se former soit contrôlé par les parlementaires élus le 15 juin. Et c'est là qu'est le problème. Parce qu'en plus de cette revendication démocratique, il y a une revendication de la gauche catalane, des socialistes d'abord et aussi des communistes. Nous sommes majoritaires en Catalogne. En demandant un contrôle démocratique de la généralité provisoire, nous demandons en définitive la présence au gouvernement catalan des forces de gauche.
C'est la question que nous discutons en ce moment avec le gouvernement Suarez. Ainsi, à la difficulté qu'un État centraliste accorde l'autonomie, s'ajoute le fait que le gouvernement démocratique de la Généralité aurait une orientation de gauche. Là est le problème. Tendría un sentido progresista, un sentido de las fuerzas políticas de la izquierda. Y esta es la situación conflictiva. La petite bourgeoisie catalane a voté pour une formation de centre-gauche, le Pacte démocratique de Catalogne. Composée de 2 partis, dont Convergence démocratique de Catalogne, cette formation est la 2e en importance. Nous sommes minoritaires, nous sommes le 2e parti. Probablement, nous sommes partisans, et les socialistes probablement aussi, les communistes et la droite aussi, nous sommes probablement partisans de faire un gouvernement d'une concentration nationale. Parce que nous sommes tous d'accord sur un point maintenant, c'est que l'objectif fondamental maintenant de la politique catalane, c'est la consolidation de l'autonomie. Pendant 1 année, pendant 2 années, il nous faut consolider cette autonomie et ne pas nous éparpiller trop tôt. 500 000 personnes assistent à la fête de Treball, le quotidien du PSUC, le Parti communiste de Catalogne. Invité d'honneur, Santiago Carrillo, le secrétaire général du Parti communiste espagnol, dont la signature est très recherchée. L'autonomie favorisera-t-elle la classe ouvrière? Elle devrait la favoriser, parce qu'en Catalogne, les partis qui la représentent, socialistes et communistes essentiellement, ont obtenu la majorité. Seulement pour cette raison, les institutions ne seront-elles pas aussi plus proches du peuple? Oui, mais aussi comme on se trouve ici dans la plus grande concentration industrielle d'Espagne, la population catalane comprend une proportion plus élevée d'ouvriers et de travailleurs que dans n'importe quelle autre partie d'Espagne. Et aussi parce qu'il y a une tradition démocratique très ancrée en Catalogne qui place aux côtés de la classe ouvrière de larges secteurs de la paysannerie, des intellectuels, des professions libérales. Pour toutes ces raisons, les socialistes et nous autres, communistes, avons plus de force et d'influence en Catalogne que dans le reste de l'Espagne. Mais ceci peut être dangereux, n'y a-t-il pas un risque de coup d'État avec une Catalogne rouge et une Espagne blanche? Non, parce qu'il n'y a ni une Catalogne rouge, ni une Espagne blanche. Il y a d'autres couleurs intermédiaires aussi bien en Catalogne que dans le reste de l'Espagne. Et aussi bien en Catalogne qu'en Espagne, nous autres, communistes, nous préconisons une politique d'union et d'accord de toutes les forces démocratiques. Deuxième partie à Barcelone, 4e pour toute la Catalogne, le PSUC a obtenu un bien meilleur score le 15 juin que le Parti communiste espagnol. Résultat, un ministre communiste fera partie du gouvernement catalan, cas pour le moins rare en Europe. Ce que je crains, malgré ce qu'on dit, que peut-être par le fait que la Catalogne jamais a gouverné
c'est toujours Madi qui gouverne. Hein. Je crains que peut-être nous n'aurons pas toute la capacité pour mettre en œuvre cette généralité qu'aujourd'hui dit que c'est rien du tout. Je trouve que c'est beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous prendrez des membres de tous les partis dans votre gouvernement? Je le dis, je le répète, je suis obligé volontaire à avoir en compte les résultats des élections de juin 77, en fait, de juin passé, non? C'est normal qu'ils soient représentés tous les partis politiques dans mon gouvernement. La grande chance de la Catalogne, grâce à sa tolérance, grâce à sa façon de voir les choses, grâce à sa unanimité, c'est que nous avons obtenu, ou nous obtiendrons bientôt des libertés politiques et des pouvoirs politiques, et ça nous a coûté ni un seul mort. C'est dans sa maison d'exil en Touraine que Josep Tarradellas a négocié le rétablissement d'une généralité provisoire au nom des différentes forces politiques catalanes. Son interlocuteur, Salvador Sánchez-Terán, ancien gouverneur civil de Barcelone, était l'envoyé spécial du Premier ministre espagnol Adolfo Suárez. Quel genre de généralité veut le gouvernement espagnol? Je dirais que le gouvernement espagnol veut la généralité historique, l'institution qui a caractérisé le gouvernement de la Catalogne tout au long des siècles. Il y aura des ministres socialistes et communistes dans le gouvernement catalan. Comment le gouvernement de Madrid voit-il cela? Aucune décision n'a été prise quant à la composition du gouvernement catalan. Nous discutons le texte du décret-loi rétablissant la généralité et des principes de base qui vont la régir. Quelle a été l'attitude de l'armée dans la négociation de l'autonomie catalane? Je dois dire que j'ai mené les négociations avec M. Tarradellas et les parlementaires catalans au nom du gouvernement espagnol en accord avec le président Suárez et les ministres concernés et qu'il n'y a eu aucune intervention ni aucune pression concrète de l'armée. Il est logique que l'armée, et pas seulement elle, mais aussi le gouvernement espagnol, pose comme principe de base l'unité de l'Espagne et qu'en aucun cas la concession d'autonomie ou de préautonomie, puisqu'en vérité c'est de cela qu'il s'agit en ce moment, ne doivent mettre en danger l'unité et la solidarité des peuples d'Espagne. Ne pensez-vous pas que l'autonomie accordée à la Catalogne servira d'exemple aux autres régions espagnoles, principalement au Pays Basque? Je voudrais d'abord préciser que ce dont il s'agit maintenant, ce n'est pas d'un statut d'autonomie au sens historique et strict du mot. Il ne pourra pas y avoir de statut d'autonomie tant que la nouvelle constitution n'aura pas été adoptée. Ce dont nous traitons avec les dirigeants politiques catalans, c'est de la création d'un organe de gouvernement qui possède certaines facultés dans le sens de l'autonomie. Il ne s'agit pas pour autant, je tiens à le préciser très clairement, d'un statut d'autonomie. Évidemment, cela peut avoir des répercussions et en aura sur d'autres régions d'Espagne. La situation régionale espagnole est très complexe. Les cas ne se ressemblent pas, ni celui de Catalogne, ni celui du Pays Basque, ni celui de la Galice, ni celui de Valence ou d'Andalousie. Le principe qui est en train d'être établi, selon lequel il peut y avoir un organe de gouvernement comme la Généralité, est un principe applicable à d'autres régions espagnoles en tenant compte de leurs particularités. Modificando las cosas y las características propias de cada región a otras regiones españolas. Es decir, que lo que ahora C'est-à-dire que ce qui s'établit actuellement en Catalogne n'est pas un obstacle pour qu'une solution similaire s'applique à d'autres régions où existent les conditions d'une autonomie. Ces conditions sont une délimitation géographique claire, une conscience et une unanimité populaire évidente, une capitale où le gouvernement régional puisse se tenir, etc. No hay inconveniente en que una solución similar a Cataluña debidamente adaptada pueda aplicarse a otras regiones donde se den las condiciones para ello. Pensez-vous alors que l'Espagne sera un État fédéral? Non. Va a ser un Estado unitario. Non, ce sera un État unitaire, c'est du moins l'avis du gouvernement. Un État unitaire avec des bases régionales fortes où des autonomies pourront exister.
La position du parti qui appuie le gouvernement n'est pas celle d'accepter un État fédéral. Lors de la manifestation du 11 septembre, les drapeaux basques et andalous notamment étaient présents. C'est dire que les régions d'Espagne qui aspirent à l'autonomie considèrent la Catalogne comme un exemple et non comme une exception. Est-ce que vous pensez que de manière générale, l'autonomie dans un cadre national est liée à la démocratie? Je pense que par toute l'Europe, ou je dirais pour tout le monde, pour tout le système politique, dans un sens moderne, on doit aller pas seulement à une décentralisation de l'administration publique, mais aussi à rapprocher les décisions politiques là où sont les problèmes. Ça, c'est une revendication vraiment démocratique pour tout le système politique. Système politique, quelquefois, c'est dit fédéral, mais qui sont si fortes, centralisées dans quelques matières que l'Espagne. Alors, on peut voir dans les autres nationalités d'Espagne, et quand même dans l'Italie, et quand même dans la France, et dans beaucoup de systèmes politiques au monde aujourd'hui, comment les forces plus démocratiques met au premier rang la revendication autonomique comme une forme d'avancer à la démocratie. Quatre doigts tendus pour les quatre bandes rouges du drapeau catalan.